is very high, it's likely. And I'm so I was having a great time. You can use that. It also has things like, is it underexposed? What's the tilt angle? Bon bah bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de reprendre la session après le déjeuner. Je sais que c'est terrible, hein. J'espère que vous avez pris du café. Et il y a aussi une autre chose, c'est à cause du micro, je vais être obligé de rester ici statique. J'aime pas trop ça, mais bon, va falloir. Il y en a un autre ici, mais bon, on m'a dit qu'il fallait que je reste là. Et sinon, je prends celui-là. Ouais, nickel. Il faudra me l'allumer, je sais pas si c'est là. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Stéphane Voilez. Je travaille pour Docker. Je m'occupe de l'avant-vente de Docker pour la région Europe du Sud. Je couvre la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Peut-être avant de commencer la présentation, vous donner quelques mots sur Docker que j'imagine vous connaissez tous si vous êtes ici. En particulier Docker en France. Vous savez que Docker a été créé en France et que notre fondateur est franco-américain, Solomon Hykes. Une grande partie en fait des membres de Docker, même aux États-Unis, sont français. On estime qu'il y a à peu près 15 à 20% de Français chez Docker. En France, on est pas mal. On est maintenant à peu près 25, un peu plus de 25 personnes, dont d'ingénierie. On développe Docker en France. On développe Docker for Mac, Docker for Windows. On a des ingénieurs de développement cœur sur l'engine. On développe aussi toute la partie commerciale de Docker, Docker Enterprise. On a des ingénieurs en France. On a aussi le support. Vous savez que Docker vend la suite Docker Enterprise et le support pour aider les clients et supporter les clients en production. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi le support Europe en France, avec 2 personnes en France et 2 autres personnes qui sont dans le nord de l'Europe. Plus une équipe qui s'occupe des clients. Donc ça fait tout ça 25 personnes, une grosse croissance, puisque l'année dernière, quand je suis arrivé chez Docker, à peu près à cette époque-là, on était 8. Donc voilà. Donc en cette année de travail chez Docker, en avant-vente et en après-vente, à aider les clients qu'on avait en France à avancer en production. On a pu rencontrer pas mal de ces clients-là, discuter des problématiques de mise en production. Et l'objet de cette présentation cet après-midi, c'est de vous faire une sorte de retour d'expérience sur cette partie mise en production. Donc, le titre est un peu planant, mais en gros, l'objectif, c'est de comprendre les questions auxquelles il faut que je réponde et que moi, je vous donne un certain nombre de pistes pour répondre à ces questions, les choix qu'il faut faire à partir du moment où voilà, il faut que je délivre du container à large échelle en production. Comment est-ce que je m'y prends? Comment est-ce qu'on déploie du container à large échelle? Est-ce qu'il y a des grandes différences avec du management de VM? Et on va le voir qu'en fait, la première des questions qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que je vais devoir me préoccuper de déployer à large échelle en production du container? Est-ce que je peux gérer application pour application, ou est-ce qu'il faut vraiment que je me mette en ordre de marche pour déployer une vraie solution de container as a service, en tout cas pour manager un peu le déploiement et l'exploitation de ces containers? Donc je vous ai mis ici sur le slide un certain nombre de signes qui sont des signes importants à reconnaître pour se dire voilà, c'est vraiment le bon moment, je vais devoir m'atteler au déploiement d'une plateforme de containers pour pouvoir accueillir toutes les applications qui arrivent sur mon data center. Il y a un élément essentiel, je ne vais pas passer sur toutes les options là, qui sont sur l'écran. Il y a un élément qu'il faut retenir, je pense qu'il y a un bon élément pour se décider si une technologie va être... je vais rebooter le PC. Si une technologie va être ou pas déployée à large échelle dans le data center, c'est le nombre d'applications en production. C'est une règle en fait qui est assez connue, que vous connaissez peut-être, et une règle qui n'est pas spécialement associée à Docker. C'est une règle qui existe pour à peu près toutes les technologies et qui consiste à compter en gros le nombre d'applications qui s'exécutent en production chez moi.
Et il y a une masse critique qu'on estime en gros entre 3 et 5 applications à exécuter en production pour pouvoir démarrer une sorte d'adoption de la technologie. Ouais, je sais, la technologie Macintosh vient de me lâcher, le Mac a planté, est en train de redémarrer. Donc je meuble pendant que le Mac redémarre. Mais normalement, ça va le faire. Voilà, il faut juste lui laisser le temps de redémarrer, quoi. Et non, il n'y avait pas de Docker dessus. Donc voilà, ouais, entre 3 et 5 applications, c'est voilà, le nombre d'applications en production, peu importe finalement le type d'application. On n'est pas obligé que ce soit des applications hyper critiques, hyper stratégiques, des grosses, des petites. Finalement, on s'en moque. Mais en fait, à partir du moment où j'ai 5 groupes applicatifs, 5 applications dans mon data center qui fonctionnent en production, ça veut dire qu'on va devoir s'organiser pour mettre en place en fait cette production. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de bouche à oreille qui va être... tu remplaces, sinon ça redémarre doucement. Une sorte de bouche à oreille en fait entre les différentes personnes qui vont faire que voilà, la technologie va être... va avoir de l'intérêt, va générer de l'intérêt un peu partout, et en fait ça va une sorte de catalyse pour avancer. On va y arriver. Donc à partir du moment où on a cette règle, et puis les autres que je vous ai mis sur le slide qui a disparu d'un seul coup, c'est le moment en fait de vraiment se préoccuper de déployer en production. Donc après, il y a un certain nombre de points qui sont importants à retenir dans cette mise en production, comment je vais m'y prendre. On n'a pas le temps forcément en 40 minutes d'écrire un planning complet de déploiement d'une plateforme et d'une plateforme de container as a service et de tous les points qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir aller en production correctement. Mais je vais essayer de m'efforcer de vous donner quelques pistes, en espérant que le Mac ne replante pas à nouveau. Voilà, donc ça c'est les éléments qu'on va voir en fait là pendant ces 40 minutes. On va parler infrastructure, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui me sont posées sur l'infrastructure. Des questions comme est-ce que je dois partir en bare metal, est-ce que je peux aller en virtualisation, est-ce qu'il y a des impacts de coûts entre les deux, est-ce que on parle beaucoup aussi de micro-distribution Linux. Est-ce que c'est intéressant? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'attende? Ça, c'est des questions qui sont assez importantes. On va parler de gouvernance sur les images. Les containers sont générés à partir d'images. Et il y a une grosse différence par rapport à de l'image de VM, c'est que en gros l'image des containers est créée normalement par les développeurs. On a chacun chez soi une superbe chaîne de déploiement continu qui devait être mise en place par l'équipe de DevOps. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu de gouvernance à faire par rapport à ces images-là. D'autant plus que les progiciels qu'avant j'avais l'habitude de récupérer sous forme de VM, maintenant commencent à m'être livrés sous forme d'images. Et donc il faut pouvoir gérer ces images-là. Est-ce que je vais utiliser un seul registre? Est-ce que je vais en avoir plusieurs? Est-ce qu'il m'en faut un pour ma production et un autre pour la non-production? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser pour pouvoir designer une architecture, une gouvernance d'image. On va parler un peu sécurité de la plateforme. C'était l'année dernière, quand je suis arrivé chez Docker, l'élément de questionnement principal numéro 1. À chaque fois, on parlait sécurité. Est-ce que Docker était suffisamment sécurisé pour pouvoir autoriser de la production? Alors, je dois vous avouer qu'en un an, c'est une question qui revient plus vraiment, en fait. Donc, on verra que la maturité a pas mal évolué. Mais on a quand même pas mal d'outils qui nous permettent de s'assurer de la sécurité des plateformes. On va parler un tout petit peu des opérations. Pourquoi un tout petit peu? C'est que si on commence à mettre le doigt dans les opérations, on y est jusqu'à la fin de l'après-midi. Il y a tellement de choses à faire. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous lister les différents points qui reviennent essentiellement, enfin tout le temps quasiment, dans des projets de déploiement de containers as a service, pour ce qui concerne les opérations. Et puis quelques pistes sur chacun de ces points-là. On va parler aussi de migration d'applications.
Vous le savez que jusqu'à il y a très peu de temps, hein, jusqu'à milieu d'année dernière à peu près, on associait énormément les containers à des architectures nouvelles, microservices, cloud ready et autres. De plus en plus maintenant, on parle de modernisation d'applications existantes, on parle de migration d'applications existantes. Et il y a toute une réflexion à avoir pour identifier les bonnes applications à migrer, c'est identifier celles qui sont moins bonnes, enfin celles qui vont poser plus de problèmes. Et donc on a quand même maintenant pas mal d'expérience dans ce domaine-là pour pouvoir s'engager dans une démarche large de migration d'applications existantes. Donc à nouveau, là, on ne va pas rentrer énormément dans le détail de ces projets-là, il faudrait passer beaucoup plus de temps. Et puis une petite conclusion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où voilà, je sais qu'il faut que je déploie une plateforme de containers, comment je m'y prends, il y a plusieurs approches qui existent sur le marché, qui sont en général utilisées par les différents clients que je côtoie. Et il y en a une en particulier qui est assez intéressante à mettre en œuvre, qui est à nouveau très classique, mais c'est bon de le rappeler. On va commencer par les choix sur l'infrastructure et par les virtualisations. Ou pas. En fait, toute la question est de savoir si je peux faire de la virtualisation ou si je peux faire du bare metal. On parle beaucoup de Docker comme étant une sorte de concurrent de la virtualisation. Et donc, il y a des côtés positifs et négatifs des deux choix. Donc, il faut bien comprendre, en fait, les deux choix pour pouvoir décider, en fait, de là où je veux aller. Donc, on peut commencer par la virtualisation. Il y a un élément qui prône en faveur de la virtualisation quand on parle déploiement aujourd'hui, c'est que en France en particulier, mais c'est vrai un peu partout, toutes les productions, à peu près 100% des productions sont organisées pour gérer de la VM. Ça fait 15 ans à peu près qu'on fait de la VM, et aujourd'hui tout le monde fait de la virtualisation. Donc toutes les productions savent très bien déployer de la machine virtuelle, savent très bien opérer de la machine virtuelle, monitorer de la machine virtuelle, backuper de la machine virtuelle. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant à prendre en compte, parce que si je regarde le bare metal, on en a de moins en moins, voire plus du tout en fait du bare metal dans nos data centers. Et donc il y a plein de gens qui ne savent plus opérer du bare metal, qui ne savent plus déployer du bare metal, qui ne savent plus superviser correctement du bare metal. Et donc ça veut dire que Docker, si je le déploie en bare metal, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à réorganiser ma production, mes déploiements, ma supervision, pour faire du bare metal que j'avais viré de mon data center déjà depuis pas mal de temps. Et donc, même si ça a de l'intérêt, d'un point de vue économique, d'un point de vue simplification d'architecture, finalement, pour tous ces problèmes d'organisation des opérations, la virtualisation, ça reste quand même intéressant, parce que je vais pouvoir démarrer du container tout de suite, là, dès maintenant, en utilisant mes mécanismes de virtualisation pour déployer mes applications, enfin mes clusters de containers à l'intérieur de virtualisation. Après, là où globalement je vais avoir des points un peu moins positifs côté hyperviseur, virtualisation, c'est surtout l'overhead. C'est-à-dire que vous le savez tous, un hyperviseur, ça a un overhead en termes de performance. On perd un peu de performance. Ce n'est pas forcément super significatif dans des workloads classiques. On estime en gros qu'on perd 3 à 5% sur des workloads classiques. Ce n'est pas énorme. On gère ça depuis pas mal d'années, donc pourquoi pas. En revanche, sur un certain nombre de workloads, là, on perd beaucoup, beaucoup plus. Si je fais du calcul mathématique, par exemple, si j'ai des grilles de calcul, là, l'hyperviseur, il va me pomper presque 25 à 30% suivant les types de calculs que je fais de puissance processeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous allez voir des gens qui font du calcul massif sur des grosses infrastructures de grilles de calcul, personne ne fait de virtualisation à cause de ces problèmes d'overhead. Il y a un facteur de coût, mais on le verra par la suite, finalement, les économies d'échelle qui sont apportées par Docker sont valables, que ce soit qu'on fasse du déploiement en bare metal ou du déploiement en virtualisation. Donc finalement, l'effet coût ici, enfin l'effet réduction de coût de virer l'hyperviseur, il n'est pas si important que ça. Il existe, mais il n'est pas si important que ça. Côté bare metal,
On l'a vu, si je déploie mon cluster en bare metal, je vais être hyper efficace. Je vais globalement plus avoir les problèmes d'overhead. Je vais limiter les couches d'infrastructure sur mon data center. Je vais être extrêmement simple. C'est le déploiement, on va dire, l'architecture pure pour faire du Docker. En revanche, aujourd'hui, je ne sais plus gérer du bare metal. Enfin, il y a beaucoup de productions qui ne savent plus le faire. Et donc, voilà, il faut arriver à estimer, puisque in fine, c'est une estimation de coût, combien ça va me coûter de réintroduire du management du bare metal dans du data center. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la grande majorité des déploiements de Docker à large échelle en production se font sur de la virtualisation. Parce que voilà, l'argument des opérations via la VM est quand même très très fort. Et que j'ai de plus en plus de clients qui réfléchissent à du bare metal pour simplifier leur infrastructure, pour accéder à la puissance maximale qui m'est délivrée par le hardware, et puis pour aussi des notions de coût. Ce que je vois de plus en plus en ce moment, c'est des déploiements hybrides. Hybrides au sens une partie des nœuds est en virtualisation et une autre partie des nœuds est en bare metal. Pour une raison qui est relativement simple, c'est la sauvegarde. C'est que dans un cluster Docker, il y a même si les containers sont stateless, il y a quand même des choses à sauvegarder. Il y a les métadatas de tous les serveurs de managers, en fait, les managers des clusters, là où je vais stocker toutes mes images aussi dans ma registry. Tout ça, c'est des données qui sont à backuper. Et globalement, quand je vais voir une production, je sais très bien backuper en faisant un snapshot de VM. Et donc la plupart des nouveaux déploiements que je vois aujourd'hui, les managers des clusters, donc toutes les fonctions managériales, management du cluster, fonction de registry, tout ça est déployé sur du virtualisé pour pouvoir accéder à des mécanismes existants en termes de sauvegarde via du snapshot. Par contre, tout ce qui est worker role, enfin tout ce qui va exécuter les applications, tout ça est déployé sur du bare metal pour pouvoir délivrer des performances maximales. Voilà, donc ça, en fait, c'est aujourd'hui le conseil, entre parenthèses, que je peux donner. C'est ce qu'on voit de plus en plus en termes de déploiement. Après, il y a une autre question qu'on se pose beaucoup en ce moment, c'est les micro-distributions Linux. Vous savez que l'hôte qui exécute l'agent, l'engine Docker est hyper important. C'est lui qui va partager son kernel avec tous les containers. Et en gros, c'est lui qui va assurer la sécurité, l'étanchéité, la gestion de tous les containers. Et donc, pour des raisons de sécurité et d'efficacité, on a bien envie de mettre le moins de choses possible sur cet hôte. C'est-à-dire que si je veux assurer une sécurité de mon hôte, moins j'installe de logiciels dessus, moins j'installe de librairies dessus, moins je vais installer potentiellement de vulnérabilités. Et donc, c'est quand même très intéressant d'installer juste le nécessaire, rien de plus, sur l'hôte pour exécuter un engine Docker dans le cadre du déploiement d'un cluster Docker. J'ai besoin de rien d'autre, finalement. Et donc, il y a plein de micro-distributions, je vous en ai mis quelques-unes, en fait, là, qui ont émergé ces dernières années et qui sont uniquement designées pour exécuter un autre Docker. Si je prends par exemple Alpine, qui est assez populaire en ce moment côté open source, Alpine c'est 3,5 mégaoctets. C'est tout petit, il y a un boot Linux, il y a un kernel, il y a un engine Docker et c'est tout. Il n'y a même pas de bash, il n'y a rien en fait. Et c'est uniquement designé pour ça. Donc nous chez Docker, on a fait évoluer en fait cette souche Alpine pour pouvoir la rendre encore plus sécurisée. Et donc on a introduit dans le projet encore plus sécurisé en ce sens où beaucoup plus adapté à une distribution Docker, à une exécution Docker, et faire en sorte que tous les composants Docker dont on peut avoir besoin pour manager l'hôte viennent comme du container. Et donc dans Moby, qui est le projet open source aujourd'hui Docker, il y a un composant qui s'appelle LinuxKit qui apporte en fait cette fonctionnalité-là et qu'on peut bundler directement dans une distribution que vous pouvez compiler. Alors, sachant l'existence de ces micro-distributions, il y a une question qui se pose. Est-ce que je vais utiliser ces micro-distributions comme hôte
pour mes engines Docker, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste sur une distribution classique tel que je le connais chez Red Hat, SUSE, Ubuntu ou autre. Donc à nouveau, le choix doit être fait en fonction des différentes options, des points positifs et des points négatifs des différentes options. Si on parle en fait de la partie positif, on va dire, du choix d'une micro-distribution, on peut dire que globalement, ce type de distribution est ultra optimisé pour exécuter du container. On ne peut pas faire mieux en fait pour exécuter un hôte, et ça va garantir la stabilité de l'hôte, ça va garantir la sécurité de l'hôte beaucoup plus qu'une distribution classique. Forcément, j'aurai un coût inférieur. En général, même si je veux faire de la production supportée avec ce genre de distribution-là, comme il n'y a quasiment rien à supporter dans 3,5 mégas ou un peu plus, finalement, le coût annuel de support de ce type de distribution est relativement faible. Après, il faut quand même garder en tête que ces micro-distributions, on en est vraiment au tout début, qu'on a relativement peu d'expérience en production sur ce type de distribution-là pour le moment, et que d'un point de vue support, on n'a pas forcément un support aussi pleinement réactif à 100% que sur une distribution classique, voire parfois inexistant sur certaines distributions. Donc pour le moment, en tout cas les retours d'expérience que j'ai des différents clients que je côtoie, il y a relativement peu, voire pas pour le moment de déploiement en production de ce type de micro-distribution pour héberger des hôtes Linux. Il y a des cas particuliers, comme par exemple le cloud, sur les clouds publics comme Amazon, Azure ou GCP. Les distributions de Docker, celles qu'on fournit nous, sont livrées avec des micro-distributions Linux et supportées automatiquement par l'éditeur. Donc ça, c'est un cas particulier, mais on-prem, aujourd'hui, j'en vois pas très peu en fait. Donc j'aurais tendance à dire, on est encore un peu tôt dans le cycle de déploiement de ce type de micro-distribution. Ça vaut le coup de tester, ça vaut le coup de commencer à s'expérimenter sur cette technologie-là. Après, déployer massivement en production, on n'a pas encore énormément de recul sur ce type d'environnement. Une autre question en termes de déploiement qu'on se pose beaucoup, c'est de combien d'environnements j'ai besoin. Est-ce que je vais faire comme avec de la VM classique, avec un cluster de test, un cluster de dev, un cluster d'introduction, d'intégration, un cluster de pré-prod, un cluster de production? Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que finalement cette technologie me permet de faire mieux, moins, différemment? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend quand même un peu du modèle de déploiement que j'utilise. Si moi, dans mon objectif de déployer un cluster à large échelle multitenante, au sens où je vais accueillir pas mal d'applications avec des besoins particuliers, je vais peut-être avoir besoin d'environnements différents, spécifiques pour certaines applications, parfois liés au hardware aussi. Et il y a un certain nombre d'aspects en fait qui vont influencer ce choix du nombre d'environnements. D'abord, l'organisation actuelle, dans la plupart des grosses entreprises, on a déjà une prod organisée avec un certain nombre d'environnements, parfois séparés physiquement. J'ai peut-être pas le choix, même parfois, je suis obligé de me caler en fait sur ces différents environnements. Et donc ça, c'est un des aspects. Il y a aussi des aspects sécurité, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, dans des environnements particulièrement exigeants en termes de sécurité, je ne vais pas pouvoir établir un seul cluster qui va avoir une partie à l'intérieur de mon réseau privatif et le même cluster se déployer sur du réseau, je sais pas, en zone démilitarisée, avec des réseaux internes, clusters, overlay, qui font passer des communications encryptées entre les différents réseaux. La sécurité ne voudra pas implémenter ce genre d'architecture. Donc, dans ce type de cas-là, on n'a pas le choix, il faut un environnement spécialisé, spécifique pour la zone démilitarisée et un autre environnement externe. Si on regarde un peu les statistiques, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux grandes catégories d'utilisateurs. Il y a une première catégorie d'utilisateurs qui n'a pas toutes ces contraintes de production et qui vont déployer en général deux clusters.
un cluster de prod et un cluster pour tout le reste, où je vais mettre la pré-prod, l'intégration, les devs, les tests. Voilà. Et on a une autre catégorie d'utilisateurs qui sont assujettis à des réglementations beaucoup plus importantes, existantes dans la production, et qui, eux, vont avoir beaucoup plus d'environnement. On estime en gros que ces gens-là vont avoir 8 à 10 clusters, 10 environnements différents pour pouvoir gérer toutes leurs contraintes. Je vous ai fait un petit schéma là à côté. C'est en gros ce qui ressort de tous les usages actuels. On dénombre en général un cluster de production, un cluster qui est séparé du reste des autres environnements Docker. En général, on a un cluster de dev qui, on va le voir, est extrêmement stratégique et qu'il faut considérer un peu comme de la production. En général, on a un cluster, alors, qu'on peut appeler de différentes manières, mais un cluster bêta. Vous savez que, en particulier dans le monde de l'open source, et c'est vrai dans le monde Docker en particulier aussi, on apporte très régulièrement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses à tester. Et donc, c'est quand même une bonne pratique d'avoir un cluster à côté qui sert à tester toutes les nouvelles fonctions en avance de phase pour se faire la main sur ces nouvelles fonctions. Donc, l'existence de ces clusters de tests plutôt à destination des opérations de l'infra pour savoir un peu comment fonctionnent les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les nouvelles versions en avance de phase, c'est plutôt intéressant. Et puis un dernier cluster là qui va gérer tout le reste des environnements, intégration, test, tout ce qui concerne environnement de bac à sable pour les utilisateurs. Tout ça, ça peut fonctionner dans un même cluster. Vous savez que maintenant, dans tous les orchestrateurs, on a des fonctionnalités d'isolation qui me permettent vraiment d'avoir une isolation même matérielle, si je le souhaite, entre différentes parties de mon cluster. Il y a un élément important, en fait, c'est le fameux cluster de dev. Je vous ai dit que c'était un cluster hyper important qu'il faut considérer quasiment comme de la production. Enfin, ça m'a surpris au début, mais à vrai dire, quand on parle avec les entreprises de leur déploiement Docker, on a toujours l'impression que la production, c'est hyper stratégique. Enfin, il ne faut absolument pas que ça plante. Et dans la réalité, finalement, bon, ça l'est, une production, ça ne doit pas planter. Mais il y a un autre élément qui est le cluster de dev qui peut paraître moins stratégique puisque c'est des développements. Mais en général, c'est un cluster qui est utilisé pour pouvoir migrer des applications, onboarder des applications sur la technologie de container. C'est-à-dire que c'est un cluster qui est mis à disposition des différentes équipes internes de l'entreprise. Et ce cluster-là, il va être utilisé pour faire des tests de migration applicative vers cette technologie Docker. Si le cluster plante, tous ces projets-là vont être plantés aussi, ils ne vont plus pouvoir développer, et ça va tout de suite être extrêmement visible. Et vous le savez, c'est une techno qui est très populaire en ce moment, Docker. Tout le monde veut en faire. Donc ça veut dire que lorsque je vais commencer à mettre à disposition des équipes de développement interne un cluster pour pouvoir tester une migration de leur application vers Docker, il y a quand même de grandes chances que je n'ai pas une, deux, mais pas mal d'applications qui testent en fait le cluster. Et donc je vais me retrouver, si je plante ce cluster-là, avec beaucoup d'applications, une grosse visibilité quand même sur le plantage. Donc mon conseil, c'est de porter une attention particulière sur ce cluster de dev et de considérer ça plutôt comme de la production, étant donné l'aspect stratégique de cet environnement-là. On va parler aussi gouvernance des images. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans cette gestion des images. L'architecture de ma registry, combien il m'en faut? Est-ce qu'il me faut une registry pour gérer les images de prod, une autre pour gérer tout ce qui est dev? Voilà. Comment je m'y prends? C'est quoi les architectures? Et c'est quoi les contraintes qui vont m'amener vers la bonne architecture? Comment je gère les images? Est-ce que j'autorise mes développeurs à aller sur le hub de Docker? Est-ce que j'utilise n'importe qui à injecter des images sur mes différents clusters? Alors ça, c'est une question importante aussi. Et puis, une autre question qui est assez complexe à mettre en œuvre, c'est le change management. Alors, on va commencer par la partie architecture des registries d'images. Alors, une première question qui se pose, en général, on a déjà des registries.
des registries qui ne sont pas forcément dédiées à un environnement Docker. Je pense à des choses comme Nexus, qui est très, très répandu dans les différentes productions. Voilà, je gère plein d'autres choses que du container avec ça. Et ces registries-là sont capables de gérer aussi des images Docker. Alors, est-ce que je peux me servir de ça? Alors, la réponse est oui, bien sûr. En fait, je veux dire, il n'y a aucune raison de changer de registry parce que je veux faire du Docker. C'est des éléments qui sont très importants dans une architecture de déploiement applicatif. Donc, il faut garder ces registries classiques. Après, il faut quand même porter une attention particulière aux registries dédiées pour Docker, qui vont apporter des fonctionnalités qu'une registry générale ne va pas forcément apporter. Et en particulier, des éléments de sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va le voir par la suite, la manière dont je gère la sécurité dans mon environnement Docker, ça ne va pas être tout à fait la même chose que dans un environnement virtualisé avec des VM. Je vais devoir, dans un certain nombre de cas, me préoccuper de la sécurité de mes images avant l'exécution. Parce qu'au moment de l'exécution, ça sera trop tard, avec du container. Et donc, avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la registry, finalement. Et donc, ça veut dire que cette registry, il faut qu'elle ait des fonctionnalités spécifiques, notamment sur la sécurité, pour que je puisse traiter ces éléments de sécurité au moment de la registry. Et donc, il y a des éléments en particulier fonctionnels sur la sécurité qui sont apportés par ces registries dédiées Docker et qui sont importantes à avoir en tête dans un déploiement. En général, moi, je vois des déploiements hybrides. Quand il y a du Nexus, par exemple, déployé, on continue à gérer toute la partie projet avec du Nexus. Et en général, après, les images sont poussées dans une registry spécifique dédiée au cluster Docker qui va prendre en charge tous les aspects sécurité. Après, il y a plein de questions qui vont me permettre de savoir si oui ou non j'ai besoin de plusieurs registries. J'en ai mis quelques-unes ici. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des registries séparées pour pouvoir protéger ma production du reste de mes méchants développeurs qui vont pousser des tas de trucs sur ma registrie, m'écraser mes images de production? Dans la réalité, non. En fait, si vous regardez les registries, elles sont aujourd'hui plutôt bien faites. La grande majorité des registries permettent de protéger un certain nombre de repositories. Et donc, on peut tout à fait gérer une production et tout le reste de l'environnement dans un seul registry. Donc, ce n'est pas l'élément qui va me permettre de décider d'avoir une registry séparée. Après, j'ai parfois besoin d'isolation physique vraiment très importante. C'est des cas assez particuliers dans des éléments, dans des environnements avec des contraintes de sécurité très très fortes, où je n'aurai pas le choix, il va falloir que je sépare les registries. On a aussi une autre question qui apparaît de plus en plus en ce moment, c'est comment est-ce que je récupère des images qui me sont livrées par des externes. C'est-à-dire que des progiciels livrés par des gens externes, ou alors j'ai des nouveaux projets qui sont gérés en offshore, ou par des sociétés externes. Je voudrais pouvoir me faire livrer en fait des images régulièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il faut que ma registry elle ait une patte sur ma zone démilitarisée pour accepter en fait ces images qui proviennent de l'extérieur. Donc j'ai mis peut-être ici, peut-être que j'ai besoin de deux registries. Dans un certain nombre des cas, c'est imposé par la sécurité. On verra qu'il y a une mécanique à mettre en place pour récupérer ces images-là. Parfois, en fait, on peut se contenter des capacités d'isolation de la registry. En général, ce n'est pas le cas. En général, ici, c'est un cas d'usage où je vais avoir une deuxième registry. Un autre élément, c'est comment est-ce que je fais si j'ai une architecture de mon entreprise très distribuée avec des départements éloignés géographiquement. Imaginons que je sois présent dans les différentes villes françaises. J'ai des liens réseau qui ne sont pas top quoi, en termes de performance. J'ai une registry centrale sur mon site avec mon data center. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que si j'ai qu'une seule registry, je vais avoir tous mes développeurs répartis sur tous les sites départementaux qui vont faire des pools et des pushes d'images constamment. Et donc, ça va me noyer mes liens réseau. Donc ça peut être une raison
d'avoir des registries séparées. Mais ce n'est pas forcément une bonne raison parce que la plupart des registries maintenant disposent d'un système de serveur de cache, en fait, de proxy, qui permettent en fait, d'apporter les images, les binaires des images au plus proche des développeurs. Et donc ça me permet de pouvoir déployer une architecture un peu distribuée dans ce cadre d'environnement distribué aussi. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs registries pour séparer différentes applications ou manager des environnements hybrides? C'est des points qui sont un peu complexes, ça arrive de temps en temps. Sur les environnements hybrides, j'ai des clients qui ont une partie de leur environnement Docker on-prem, une autre partie sur le cloud. Est-ce que j'ai besoin d'une registrie aussi différente sur le cloud? Ça dépend vraiment de la connectivité, c'est des éléments qui sont un peu différents. J'ai essayé de vous mettre ici là, une sorte de design high level de ce qu'on peut faire lorsqu'on prend en compte en fait, toutes ces caractéristiques de registry. Et puis terminer quand même, avant d'aller sur l'architecture, sur une question essentielle, c'est la haute disponibilité de la registry. Parce que c'est une question importante, c'est ma registry, c'est là où j'ai toutes mes images. Est-ce que j'ai besoin de haute disponibilité? Est-ce que si le serveur tombe, c'est important ou pas? Et alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer à nouveau habituellement, c'est pas en production que c'est le plus important. C'est-à-dire que normalement, si je suis en production, mes serveurs tournent en production, j'ai relativement peu de mise en production. En général, on fait un peu de mise en production. C'est-à-dire que si ma registry elle tombe, finalement, mes applications qui sont sur la production, elles sont déjà démarrées. Si je reboot une engine, l'engine a déjà en fait les images en local. Et donc, c'est si je fais une montée de version que les engines vont devoir aller chercher dans la registry. Donc finalement, la haute disponibilité sur un environnement de production, c'est pas super important. Il y a moyen en fait de tolérer une panne d'une registry en production. En revanche, en dev, à nouveau, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que j'ai énormément de gens qui accèdent à cette registry en dev, et les développeurs font constamment des pushes, quoi. Enfin, quand on développe, assez régulièrement, je vais faire des pulls et des pushes d'images. Et donc, c'est un environnement où tout de suite, 2-3 minutes après que la registry soit tombée, on a des appels directs de tous les développeurs. C'est des gens qui n'aiment pas trop attendre en plus. Donc voilà, en fait, il faut se préoccuper de la haute disponibilité, en particulier sur ces éléments de dev. Après, il y a plein de questions en fait, sur les images. On va y revenir aussi après. En règle générale, l'IT centrale, enfin, les opérations, l'IT centrale aime bien gérer les images de base et pas laisser les développeurs gérer leurs propres images. À nouveau pour des éléments de sécurité, pour des considérations à ce sujet-là. Et donc, souvent, on a une registry centrale. La production souvent est adossée à cette registry centrale pour pouvoir assurer la sécurité des applications qui s'exécutent dessus. Et en règle générale, on peut avoir une registry externe en zone démilitarisée pour accueillir les images qui proviennent de l'extérieur. C'est le cas d'usage en fait, que je vous avais indiqué tout à l'heure. Et donc la manière dont on récupère ces images-là, c'est de manière relativement simple, c'est quand quelqu'un est à l'extérieur et me pousse une image sur la registry de zone démilitarisée, je vais déclencher un certain nombre de validations, test de sécurité, test de validité, et puis après je vais avoir un processus quelconque en fait qui va me pouler l'image de la registry de zone démilitarisée et l'injecter dans la registry centrale. Donc c'est relativement classique, assez facile à faire. Pour tout ce qui est accès par les développeurs, en règle générale, on utilise le système de proxy là, dont je parlais tout à l'heure, si c'est nécessaire. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des registries spécifiques pour les développeurs. On peut fonctionner en registry centrale. Mais on ne va pas donner énormément, en général, pas d'accès très privilégié aux développeurs à la registry centrale. C'est rare en fait, que les développeurs puissent pousser en fait, des images sur une registry interne. En général, eux, ils committent leur code et ce sont les processus d'intégration continue qui ont des autorisations de pousser. Alors, on peut aussi, dans un certain nombre de cas, j'ai vu ça, avoir des clusters ici spécifiques, totalement autonomes, qui sont
qui sont créés par l'IT central avec leur propre registry. Et en général, cette registry autonome fait une copie des images de base de la registry centrale. Donc là, c'est l'architecture classique que je vois en général sur les productions. Après, la gestion des images, alors, il y a plein de questions avec des réponses relativement simples, en fait, qui sont du bon sens à donner. La première question, c'est est-ce que j'autorise mes développeurs à aller sur le hub de Docker et de gérer leurs propres images? C'est une question qui est importante et je pense que la réponse, c'est oui. Enfin, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent pas le faire, mais je pense que c'est important dans... Alors, je ne fais pas la pub de Docker, je vous vois rigoler. En fait, pour une raison qui est relativement simple, c'est que le développeur, en général, il adopte Docker, il aime bien Docker pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il a accès très facilement à des nouvelles technologies pour tester des nouveaux machins qui arrivent et qui, en général, arrivent sous forme d'images maintenant. C'est très rapide, la livraison des nouvelles technos sous forme de Docker, d'images Docker. Et donc, ça veut dire que je vais pas frustrer le développeur. Il faut que je l'incite en fait à développer des nouvelles applications, à aller plus vite, à avoir des idées. Donc, je pense que c'est intéressant de lui donner accès sur son poste de développeur au hub pour qu'il puisse bidouiller en fait ses applications sur son poste. En revanche, il est hors de question de laisser n'importe qui pousser n'importe quoi sur ma registry centrale. Et donc, en règle générale, les images qui sont présentes dans une registry privative sont totalement custom. Elles sont faites par la production à partir de rien du tout. C'est-à-dire que c'est eux qui construisent, y compris les images OS, pour mettre à disposition de ces images, de manière à contrôler un peu ce qui se passe. Et donc, il y a un moyen de le faire, je vous l'ai mis là. J'imagine que si vous êtes des experts Docker, vous le savez, on peut construire des images de base à partir de rien, en dérivant une image à partir de Scratch, qui est une image spécifique qui a été faite, qui est vide en fait. Et en ajoutant un tar qui contient tout le système du fichier de l'OS de base, avec une commande qui permet de démarrer le fichier, enfin, je sais pas, une commande en ligne ou un premier boot de l'OS. Et donc c'est la manière dont tout le monde aujourd'hui fait pour pouvoir créer ses propres images. Beaucoup de questions aussi autour de la taille des images qui peut être très très grosse. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle des multi-stage builds, des enchaînements faits de builds qui me permettent de réduire la taille des images. Jusqu'à maintenant, pour pouvoir créer une image Docker, par exemple Java, j'étais obligé pour compiler mon code Java, j'avais pas le choix, il me fallait un JDK. Et c'est gros, j'ai pas besoin de ça en production. Donc on peut utiliser cette nouvelle mécanique qui est arrivée cet été, qui me permet de faire une première étape de build dans mon Dockerfile en compilant avec mon JDK, mais en n'insérant pas ce JDK dans mon image. Je vais récupérer le résultat qui est mon jar à la fin de leur première étape de build, et je vais, dans la seconde étape de mon build, injecter ce résultat plus le JRE pour pouvoir limiter la taille de mes images. Donc ça, c'est une bonne pratique à utiliser. Après, il y a tout ce système de tagging et pas mal de questions. Je vous ai mis 3 lignes là-dessus. En fait, il y a plein de choses à dire sur cette partie tagging. C'est extrêmement important de gérer en fait les versions en fait des images pour pouvoir gérer ce qui va en production, ce qui devient obsolète et ce qu'il ne faut absolument pas que je mette en production. Donc il y a une règle absolue, la règle numéro 0 en fait, c'est ne jamais utiliser latest, que tout le monde utilise en dev, mais en prod, jamais on utilise ça parce que ça peut amener à déployer un peu n'importe quoi en production. Et donc, en général, les gens utilisent des assemblages de versions majeures et mineures dont on se passe pour la version mineure en déploiement et on utilise certains tags spécifiques prêts à la production qui sont gérés uniquement par la production. Un élément important sur le change management qui est encore en cours de réflexion, qui est assez complexe. Donc je vais juste vous donner un peu les grandes idées en fait sur cette partie de change management.
Parce qu'en fait, les containers, on ne les patche pas. Hein. Globalement, un container, à l'intérieur, l'application qui est à l'intérieur, on ne va pas lancer un update de l'application. La bonne pratique, tout le monde le fait, c'est j'amène ma nouvelle version, je shoot le container, je redémarre, et c'est démarré bien plus rapidement que si j'avais patché l'application à l'intérieur. En revanche, il y a quand même une problématique de chain management qui a identifié, imaginez que j'ai une nouvelle version de l'OS. Voilà, il faut que toutes mes applications puissent être mises à jour avec la nouvelle version. Pire, en fait, une vulnérabilité est découverte, je sais pas, dans un OS, par exemple. C'est une vulnérabilité extrêmement importante, un zero day. Il faut absolument que je mette à jour toutes les applications rapidement. Et donc, il y a une mécanique à trouver pour pouvoir, dans mon cluster, imaginez un cluster, je sais pas, 300 engines, des milliers de containers à l'intérieur. Il faut que j'identifie quel container utilise quel layer dans lequel je viens de découvrir la vulnérabilité et que j'ai une procédure pour pouvoir mettre à jour tous ces containers, prévenir les utilisateurs de l'application de mettre à jour les containers. Donc il y a plusieurs méthodes en fait pour pouvoir faire ça. Malheureusement, à ma connaissance, pour le moment, pas de mécanisme totalement automatique pour faire ça. Ça peut d'ailleurs être dangereux en fait, de faire une mise à jour automatique sans vérification, sans test. En général, en fait, la procédure qui est mise en œuvre, c'est de cartographier soit automatiquement, soit manuellement l'usage des layers, des images par les différents containers et de prévenir les applications par mail à des administrateurs ou des responsables de l'application d'une obligation de mettre à jour leur application dans les 5 jours ou 10 jours qui viennent. Voilà. Et après, éventuellement, de bloquer les accès à l'application en cas de danger. On va parler un peu de sécurité. Il me reste relativement peu de temps. Il faut que j'aille un peu plus vite. Pour vous dire que il y a quand même des aspects sécurité à prendre en compte. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, ça fait plus trop de débat, cette partie sécurité des containers. On a atteint un niveau de maturité et un niveau de sécurité qui fait qu'on peut estimer que correctement configuré, avec les éléments de sécurité ajoutés corrects, j'ai un environnement qui est suffisamment sécurisé pour faire des choses relativement exigeantes en termes de sécurité. Il faut prendre particulièrement attention à la protection du kernel. Il y a des éléments comme AppArmor, SecComp, SELinux qui sont importants à mettre en œuvre sur des clusters de production. C'est ce qui permet en fait de protéger le kernel des éventuels plantages applicatifs. Un autre élément, c'est en production, pas d'accès route sur mes engines. Il faut trouver un autre moyen pour interagir avec le cluster pour pouvoir éviter que les utilisateurs aient un sudo root et des droits trop importants sur un cluster. Sur l'autre aussi, c'est aussi la raison pour laquelle les micro Linux sont populaires en ce moment, c'est que forcément, moins j'ai de packages d'installer sur l'autre, plus le Linux moins il va être vulnérable, moins il y aura de possibilités d'avoir de bugs. D'un point de vue contenu, l'objectif ici, c'est de s'assurer que ce qui va s'exécuter sur le cluster est bien sécurisé correctement. Et là, globalement, il y a une règle absolue, c'est de n'exécuter que ce qui est trusté, que ce en quoi je crois en fait et que j'ai confiance. Donc ça veut dire que toutes les images qui vont en production sont sécurisées, sont testées pour la vulnérabilité, et personne ne peut exécuter autre chose que ces images-là. Donc à nouveau, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de mettre ça en œuvre et qui m'assurent que tout ce qui va sur le cluster a bien été validé d'un point de vue sécurité avant de s'exécuter. Après, il y a une grande discussion autour de la détection d'intrusion. De plus en plus, je vois arriver cette question-là. Est-ce qu'il faut que je fasse de la détection d'intrusion dans mes containers? Et donc, en fait, il faut imaginer l'usage du container qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a deux grands usages. Il y a un premier usage, on va dire classique, historique du container dans les nouvelles architectures applicatives à base de microservices.
Et on voit aussi des containers dits monolithiques qui ressemblent un peu à des VM, voilà, mais conteneurisés. Et donc, il y a de l'intérêt aussi à avoir ce type de machine-là. Mais il faut imaginer que le comportement de ces deux types de containers est totalement différent. Là où un container VM, finalement, va avoir la vie d'une VM, même si c'est un container, ça vit comme une VM. Là, je vais devoir appliquer des techniques de sécurité, de détection d'intrusion similaires à de la VM, installer un détecteur d'intrusion à l'intérieur, voilà, appliquer vraiment ce que j'ai l'habitude de faire avec de la VM. Avec du container microservice entre parenthèses, je ne peux pas faire ça, parce qu'en fait, la vie d'un container microservice, ça peut être très inférieur à la seconde. Pour exécuter une tâche rapidement, c'est comme un processus finalement. Et donc, si jamais j'essaie de mettre un détecteur d'intrusion là-dedans, il n'a même pas le temps de démarrer que le container est terminé. Donc cette sécurité-là de ce nouveau type de container microservice, de ces nouvelles architectures applicatives, il faut que je la gère avant l'exécution. D'où l'importance d'avoir des images trustées, une registrie qui va me permettre de vraiment assurer la sécurité et la détection d'intrusion. Multitenancy, on va passer rapidement pour passer à la partie opération. Beaucoup de choses à dire sur la partie opération. Ouais, il faut mettre en œuvre habituellement ce qu'on fait déjà en VM. Il faut que je log mes applications, il faut que je monitore mes applications, il faut que je mette en place du backup, du chargeback, du license management. Ce qu'il faut imaginer, c'est que par exemple, si je prends la problématique du monitoring, à nouveau, tout va dépendre de la manière de fonctionnement de mon application. Si je veux monitorer une application qui s'exécute dans du container monolithique, la type VM, à nouveau, je vais me retrouver dans un cas qui est très proche de la VM. Et donc, je vais pouvoir utiliser des outils similaires. En revanche, si je monitore une application nouvelle génération à base de microservices, les outils en fait, habituels de monitoring ne sont pas adaptés parce qu'en fait, je vais monitorer quelque chose qui est très transient. Enfin, les containers vont s'arrêter rapidement. Il va y en avoir plein qui vont démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Et donc, il faut que j'applique des politiques de surveillance, de monitoring qui sont plus orientées service, disponibilité, résilience finalement, que du monitoring classique. Migration des applications. Je vous ai mis quelques règles importantes. Beaucoup de questions autour de cette migration d'applications. Est-ce que mon application, comment choisir les bonnes applications? Est-ce qu'il y a des applications qui ne sont pas des bons candidats? On peut dire qu'en gros, voilà, il faut regarder le terrain de jeu. Alors, ce que je peux faire avec du container. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, si c'est sur une plateforme Linux, Windows, maintenant on supporte le mainframe IBM dans des partitions Linux, et IBM porte la technologie sur Power aussi. Globalement, on est déjà dans un bon terrain de jeu. Après, d'un point de vue infrastructure sous-jacente, on l'a déjà dit, on s'en moque un peu importe. Il y a un point essentiel, c'est l'interface graphique. Donc, sous Windows, vous savez que les containers s'exécutent sous Windows. Il n'y a pas de Windows Server complet en fait, qui s'exécute dans un container. Le container, au mieux, il peut avoir accès à Windows Server Core. Donc, si vous connaissez un peu Windows, vous savez que dans Core, je n'ai pas de librairie graphique. Donc, il n'y a pas d'interface graphique. Si j'ai une application avec une partie graphique côté serveur, ça ne tournera pas dans un container. Donc, ça veut dire que des applications qui se basent sur des trucs genre terminal serveur ou autre, où les utilisateurs doivent se connecter à distance sur le serveur en remote desktop avec une application graphique qui s'exécute sur le serveur, c'est mort. Pour du container, ça ne marchera pas. Sous Linux, il y a des moyens de se débrouiller en fait, du fait de X-Window, pour pouvoir déporter l'affichage graphique. On a plus de facilité. Globalement aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application, si j'ai besoin d'un bonhomme devant la console pour installer le logiciel, si je ne peux pas l'automatiser, je suis mort aussi parce qu'il faut que je fasse le build de l'image. Donc à nouveau, il faut que j'ai un moyen d'automatiser l'installation de l'application. Et puis, si je veux faire de la prod, ça c'est aussi un élément qui est important à avoir. Si je veux faire de la prod, il faut que je sois supporté. Il faut que ma stack complète soit supportée, l'OS supporté, application supportée. Et donc, on en est aujourd'hui avec les containers à peu près à la même problématique qu'avec les VM il y a une quinzaine d'années. Il faut qu'on arrive à convaincre les différents éditeurs de supporter leur logiciel
en format container. Donc ça commence déjà depuis quelques mois, mais c'est important d'aller vérifier cette partie-là. Voilà, il existe une technique en fait qui permet de moderniser des applications qu'on met en œuvre nous chez Docker avec un certain nombre de partenaires et qui permet de petit à petit de profiter de la technologie de container pour pouvoir prendre une application existante, s'assurer qu'elle va quand même fonctionner correctement dans un environnement container, la basculer dans un environnement container et surtout pas s'arrêter au container monolithique mais continuer à la faire évoluer en la découpant petit à petit en composants pour aller vers du vers du service partagé plutôt. Peut-être en conclusion, pour terminer, en ayant vu un peu tous ces aspects autour de la mise en production à large échelle de containers, la première question c'est de savoir comment je m'y prends. C'est-à-dire qu'en gros il y a deux étapes. Il y a deux choses à faire, hein. C'est deux possibilités, deux approches. Soit j'ai une approche très IT, prod, c'est-à-dire que je vais construire la plateforme idéale hein, avec toutes les fonctionnalités dont on a vu, le monitoring, la sécurité. Et une fois que c'est prêt, j'ouvre ma plateforme à l'usage des applications. Ça, c'est une première approche. Et il y a une deuxième approche qui est de dire ouais, non, mais enfin, on va déjà quand même onboarder des applications, voilà, on va les opérer tranquille. Et puis, quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, que je saurai ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, eh ben, je vais pouvoir construire ma super plateforme. Et en fait, dans la réalité, c'est plutôt une approche sandwich, en fait, qu'il faut utiliser, une approche hybride entre ces deux approches-là. C'est-à-dire que, en gros, il faut pouvoir tirer parti des deux approches. C'est-à-dire que si je veux pouvoir héberger plein d'applications rapidement, il faut quand même que j'ai une plateforme. Pour pouvoir construire la plateforme correctement, il faut que je puisse récupérer les besoins applicatifs de différentes applications. Et donc c'est intéressant dans cette démarche de construction d'une plateforme à large échelle de pouvoir petit à petit onboarder un certain nombre d'applications pour pouvoir identifier les contraintes opérationnelles et construire ma plateforme correctement. Et puis il y a aussi un autre élément qui est important et qui prône en fait pour cette approche hybride, hein, c'est que les containers en fait catalysent une démarche DevOps qui est intéressante à mettre en œuvre dans des productions informatiques. Et donc ça nécessite un changement de mentalité, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir faire dialoguer les développeurs avec la production. Pour pouvoir fluidifier en fait les processus d'intégration des développements jusqu'à la production. Et en fait, cette démarche de construction commune d'une plateforme par les applications et par la plateforme permet en fait de faire dialoguer ces différentes personnes ensemble et finalement d'assurer un succès de la plateforme à la fin. Donc, voilà en fait pour tous ces éléments, c'est beaucoup de choses à vous dire, hein, même si on a pu survoler un peu tous ces aspects-là. Je vais vous laisser un peu de temps pour des questions. On fait la pause ? Ok. Merci en tout cas.